l'ouverture du grand débat au Parlement aujourd'hui, 2 jours à l'Assemblée, la semaine prochaine c'est au Sénat. À quoi ça sert, alors que chacun sait qu'on est en processus de conclusion de ce grand débat, d'amener ça devant le Parlement? C'est logique que les parlementaires aient envie d'y prendre part et aussi envie de faire part de ce qu'ils ont pu entendre dans les territoires, des leçons qu'ils peuvent en tirer, peut-être des propositions qu'ils peuvent faire. Est-ce que c'est pas aussi un moyen pour l'exécutif de gagner du temps et de retarder les annonces? Je pense que le calendrier, il est clair. On attend maintenant la synthèse du débat qui sera fait par les garants. Et effectivement, cette synthèse interviendra d'ici mi-avril. Je pense que c'est tout à fait logique que dans un débat où chacun a pu s'exprimer, le Parlement y trouve sa part. Justement, parmi les nombreuses demandes des Français, et notamment sur la plateforme du Grand Débat, il y a une demande très forte pour que les transports en commun soient gratuits. Ça existe déjà dans certaines agglomérations, comme à Châteauroux ou à Dunkerque. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, je ne pense pas que ce soit la solution générale. On a des petites villes qui ont pu mettre en place cette gratuité. Vous savez, les transports, ce n'est pas gratuit à offrir aux citoyens. Donc il y a quelqu'un qui paye. Si ce n'est pas l'usager qui paye, ça veut dire que c'est le contribuable. Je n'ai pas entendu dans le débat que les Français avaient envie de payer plus d'impôts. Concernant les 2 fois 2 voies qui sont actuellement gratuites, il est question qu'il y ait des concessions. Et donc, à terme, peut-être qu'elles ne soient plus gratuites. Où en est-on? Je pense que c'est une idée que les sociétés d'autoroutes ont depuis longtemps, d'étendre leur périmètre, ce qui permettrait de prolonger leur contrat. Ce n'est pas ma proposition, ce n'est pas la proposition du gouvernement. Non, a priori, je vous dis, ça fait des années que les sociétés d'autoroutes trouvent toutes sortes d'idées pour prolonger leur contrat. Moi, je pense que ces contrats, ce n'est pas l'intérêt de l'État, ce n'est pas l'intérêt des Français qu'on les prolonge indéfiniment. D'accord. Autre sujet, la taxe carbone. François de Rugy a dit hier sur notre antenne qu'il n'était favorable au retour de la taxe carbone à condition que le produit de cette taxe aille à la transition écologique. C'est aussi votre avis? Vous avez vu que dans le débat, on a certains Français qui nous disent « vous avez été trop vite », d'autres qui nous disent « vous n'en faites pas suffisamment pour le climat », même des associations qui attaquent l'État en disant « vous n'en faites pas assez ». Donc on voit que ce sujet est vraiment un point important du débat. Je pense que ce qu'on peut en retenir, c'est qu'on ne va pas refaire comme avant, comme si rien ne s'était passé, qu'il faut certainement qu'on explique davantage à quoi sert cette taxe carbone, qu'on accompagne surtout tous les Français, qu'on ne mette pas les Français en difficulté. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps du débat et prendre le temps d'écouter les Français. C'est une question de pédagogie pour vous? Non, je pense que ce n'est pas une question uniquement de pédagogie. On voit que, j'évoquais les Français qui sont prisonniers de la voiture. On voit qu'ils ont été particulièrement pénalisés, ils seraient particulièrement pénalisés si le prix des carburants augmente. Donc je pense qu'il faut tenir compte de ces situations, accompagner les Français, les accompagner pour changer de voiture, leur offrir d'autres solutions que la voiture. Et le retour de la taxe carbone, pour vous? Je pense que le retour de la taxe carbone ne pourra pas se faire, mérite qu'on continue certainement à en parler et ne peut pas se faire si on n'est pas certain de donner un accompagnement à chacun. C'est la loi mobilité qui est votée au Sénat en début d'après-midi, Elisabeth Borne. Le Sénat a modifié le texte. Quelles mesures vous retenez, vous, de la version du Sénat? On s'est retrouvé sur l'essentiel, sur le fait qu'il y avait besoin d'une réorientation très forte de la politique des transports qui, pendant trop longtemps, s'est concentrée sur des grandes infrastructures. Le gouvernement a proposé une réorientation sur les transports du quotidien, que cette politique, elle serve d'abord à lutter contre les fractures territoriales, les fractures sociales que connaît notre pays, et on s'est retrouvé sur ces sujets avec le Sénat. Et ça n'allait pas de soi. Vous savez, moi je me souviens à l'été 2017, quand le président de la République a annoncé qu'on faisait une pause sur les grands projets, beaucoup nous disaient « mais vous n'y pensez pas, ça ne se passera jamais ». Je vois que cette priorité des transports du quotidien, elle a été largement partagée tout au long des débats. C'est ce que vous retiendrez de la Chambre des territoires. Alors, mais cet aspect-là des choses, c'est effectivement cette volonté de lutter contre les fractures territoriales, de répondre au sentiment d'injustice que beaucoup de Français peuvent avoir quand ils voient qu'on fait des TGV pour les métropoles et que dans le même temps, les réseaux de transport qu'on utilise tous les jours ont été sous-entretenus. Ce sentiment aussi que les emplois se concentrent dans les métropoles et puis que les Français... Une ou deux mesures précises que vous retiendrez, par exemple? Mais je pense qu'on a notamment la programmation des infrastructures. Vous savez, c'est 13,4 milliards d'euros sur le quinquennat. C'est 4 milliards de plus que ce qu'on a pu faire précédemment. Et c'est cette priorité sur l'entretien des réseaux,
le désenclavement des territoires, la remise en état de nos réseaux, je le disais, et puis aussi la capacité, et je pense que beaucoup de Français l'attendent, hein, quand on habite par exemple à Marsas, à 40 km de Bordeaux, on n'a pas d'autre choix que la voiture, et les habitants ou la maire nous disaient, on met autant de temps pour rejoindre Bordeaux que pour faire Bordeaux-Paris. Ça, c'est votre texte initial, tout ce que vous nous dites. Qu'est-ce que vous retiendrez des modifications apportées par le Sénat ? Au cœur de cette loi, il y a effectivement le fait que, en tout point du territoire, on soit accompagné par les élus locaux, et ça a été conforté. On a aussi renforcé l'accompagnement pour les plus fragiles, qui était un point qui, moi, me tient à cœur et qui a été aussi conforté au Sénat. Le Sénat a voté l'assouplissement de la loi sur les 80 km/h en donnant la possibilité aux préfets ou aux responsables des départements de l'adapter localement. Pourquoi vous y êtes-vous opposé, alors que Emmanuel Macron, lui, avait semblé plutôt ouvert lors du grand débat? Écoutez, c'est un sujet qui est effectivement venu dans le débat sur est-ce qu'il faut effectivement permettre des dérogations au plan local. Je pense que ce n'était pas l'occasion, enfin, ce n'était pas forcément le moment dans cette loi de trancher ce sujet. On a bien indiqué que de toute façon, il y aurait une évaluation de cette mesure au début de l'année 2020. Il faut que cette discussion se continue pour voir comment on peut tenir compte de cette demande de mieux prendre en compte les situations locales et en même temps ne pas baisser nos exigences en termes de sécurité routière. Et pourtant, Emmanuel Macron avait appelé à l'intelligence des territoires devant les maires. Est-ce que finalement le Sénat n'a pas juste mis en musique les paroles d'Emmanuel Macron ? Je pense que c'est un sujet dont il va falloir continuer à débattre et pas au détour en fait, d'une loi qui effectivement vient plutôt donner des outils aux élus pour accompagner les Français, donner une perspective sur les investissements dans les transports. Voilà, je pense que ce débat mérite d'être mené dans un cadre adapté. Pas avant 2020, vous ne reviendrez pas dessus avant 2020. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit que ça mérite d'être mené dans un cadre adapté et pas en soirée au détour d'un examen sur la loi mobilité. Le Sénat a fermé la porte à une vignette poids lourd. Est-ce que ça n'aurait pas été une bonne solution de financement ? Je ne suis pas sûr que le Sénat ait fermé la porte à cette solution. Moi, j'ai clairement dit que pour 2019, on a une programmation, on a pu voter le budget de l'agence qui finance les infrastructures de transport, qu'on a le temps d'ici 2020 pour donner une ressource pérenne. Dans ce que disent les Français, moi j'entends aussi des interrogations sur les poids lourds qui traversent notre pays en faisant le plein en Belgique, au Luxembourg, et puis ensuite en traversant nos villages, et je pense que les Français qui habitent en endommageant les routes, dit-on même. En endommageant les routes, voilà, se pose la question de la contribution des poids lourds. C'est un sujet qui a été fortement repris dans le débat et sur lequel on va devoir... C'est un sujet européen, non ? C'est aussi un sujet européen. Moi, je note que nos voisins ont bien souvent mis en place des dispositifs pour faire participer ces poids lourds en transit au financement des infrastructures. Beaucoup de radars endommagés n'ont toujours pas été remplacés. On le voit d'ailleurs quand on conduit. Est-ce que c'est vrai que c'est parce que l'on va déployer des radars nouvelle génération qui seront beaucoup plus solides, beaucoup plus performants, qui pourront même reconnaître un poids lourd d'une voiture et que ce plan va être réalisé maintenant ? Peut-être dire que quand on dégrade des radars, ce n'est pas sans conséquence. Vous avez vu l'augmentation de la mortalité sur nos routes au mois de février. Ce n'est pas sans conséquence. Et donc, effectivement, il y aura des nouveaux radars. Je pense que ils sont prêts et ils vont être déployés quand ? C'est le ministère de l'Intérieur qui pilote le déploiement de ces radars. Je pense que dans les prochains mois, on aura effectivement des radars. Je pense que personne ne peut imaginer qu'on met des limitations de vitesse, notamment parce qu'il y a des enjeux de sécurité routière et qu'on ne va pas se préoccuper de savoir si ils seront plus solides, plus performants. Je pense que l'objectif, c'est bien qu'ils soient solides et performants. Un dernier mot puisque Le Monde révèle ce matin que Tom Enders, le patron allemand d'Airbus qui quittera ses fonctions dans 10 jours, devrait partir avec un parachute doré de plus de 36 millions d'euros. Est-ce que pour vous, il doit renoncer à toucher une telle somme ? Écoutez, moi, je n'ai pas la confirmation de ce chiffre et je pense qu'il faudra qu'Airbus s'en explique. C'est clair que c'est toujours des chiffres qui interpellent. Et je pense qu'en France, en tout cas, les entreprises ont pris des décisions pour encadrer ces parachutes, comme on dit. Je pense que c'est une bonne chose parce que les Français ne comprennent pas toujours ce genre de... Et au vu du bilan, du bilan de Tom Enders et du contexte général, 36 millions d'euros, c'est pas acceptable pour vous ? Je pense que c'est surtout le chiffre qui est pas nécessairement compréhensible. C'est quand même des montants considérables et forcément, ça interroge.